Partie 5, une réflexion islamique sur la démocratie. Cette 5e et dernière partie, je vais la décliner en 2 vidéos pour ne pas tout mélanger et que les choses ne soient pas trop confuses pour vous. Je vous avais dit que je ferais des vidéos de moins en moins polémiques, de moins en moins politiques, donc ce sera certainement la dernière vidéo controversée. Après, je ferai des vidéos plus consensuelles, et si jamais j'ai besoin de faire des vidéos sur des sujets polémiques, j'ouvrirai une autre chaîne YouTube s'il le faut, et je vous en informerai. Cette vidéo va être un peu particulière. Comme je vois que je mets beaucoup de temps pour faire des vidéos, je préfère en finir tout de suite avec la controverse. Donc cette première partie, elle ne répond pas forcément à la question qui est posée. C'est pour ça que je sépare en 2. Mais elle explique quand même comment j'en suis arrivé à la réflexion sur la démocratie et le lien que je vais en faire avec l'islam, et d'essayer de voir si oui ou non le Coran parle de cette démocratie. Alors quand je ne développe pas dans mes diapos, c'est que je parle avec ma subjectivité. Et ma subjectivité n'est pas une science. Mais si j'en parle, c'est parce que c'est elle qui va vous permettre de comprendre qui je suis, d'où je viens, d'où je parle, mon cheminement personnel, et c'est grâce notamment à ces nombreuses personnes que je vais citer dans cette vidéo qu'aujourd'hui j'ose prendre la parole publiquement et que j'en suis arrivé aux conclusions données. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on va parler de la dissidence française parce que, comme je vous l'ai dit, c'est là d'où je viens. C'est eux qui m'ont formé intellectuellement, politiquement aussi, et donc pour en finir avec la controverse, il fallait que je parle de tout ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai séparé cette partie en 2 sections, comme ça je vous parle ici dans cette vidéo de la dissidence, et dans la seconde vidéo je vous parlerai exclusivement de la démocratie en lien avec l'islam. Alors si on parle de la dissidence française au XXIe siècle, on doit parler d'Internet, parce que c'est un mouvement qui s'est essentiellement déroulé sur Internet. Qui dit Internet dit aussi surtout la démocratisation d'Internet. L'Internet rendu accessible au plus grand nombre. Quasiment tout le monde aujourd'hui est connecté à Internet, ne serait-ce que par son smartphone. Et donc la dissidence a utilisé Internet comme moyen de libre expression, comme un média alternatif, face à la censure des médias classiques, traditionnels comme la télévision ou la grande presse française. Donc si on situe ce mouvement dissident lors de la démocratisation d'Internet, on le place forcément au tout début du XXIe siècle, et certains le mettraient peut-être un petit peu avant, fin du XXe. Ce mouvement commence à prendre sérieusement racine lors des attentats du 11 septembre 2001. On voit sur la toile apparaître des théories du complot à foison, qui en réalité viennent recouvrir la vraie dissidence française, celle qui a une critique rationnelle, une critique de niveau universitaire, donc la vraie dissidence qui malheureusement est recouverte par un ensemble de théories du complot foireuses, les reptiliens, les extraterrestres, etc., qui viennent décrédibiliser ceux qui dénoncent les vrais complots. Parce que lorsqu'on écoute la presse française aujourd'hui, on dirait que les complots n'existent plus. Comme si la France du début du XXIe siècle était une exception dans l'histoire. Et pareil, ceux qui se réclament de la zététique, de l'esprit critique et du doute méthodologique, aujourd'hui c'est bizarre, mais eux aussi ne voient plus aucun complot. Donc dans les débuts des années 2000, avec le 11 septembre, l'une des grandes figures de ce mouvement en France, c'est Thierry Meyssan, dont le discours permet de mettre au grand jour les manipulations politico-médiatiques, c'est-à-dire qu'on commence à voir clairement en France une crise des institutions, une irrationalité des discours officiels, et surtout de la propagande anti-islam assez intensive, alors qui avait déjà commencé un petit peu avant dans les années 80-90, mais là on voyait clairement se dessiner une déshumanisation du monde musulman, et dans les médias et à la télévision surtout, une absence de liberté d'expression. Si bien que Thierry Meyssan se voit obligé de quitter la France pour se réfugier en Syrie. Thierry Meyssan est aussi un des premiers à dénoncer la stratégie du choc des civilisations. Propagande relayée par les médias, la propagande va en guerre, ce qui va entraîner ce qu'on a vu en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie ensuite, alors que ces pays nous menaçaient d'absolument rien, en tout cas
ils ne menaçaient pas la France. Donc on va faire la guerre en Irak sur un énorme mensonge, la fameuse arme de destruction massive contenue dans la fiole de Colin Powell, ce qui va entraîner 500 000 morts, voire plus, sur un simple mensonge. 500 000 morts civils irakiens, ce qui est assez grave, hein. Et certains vont me dire que c'est facile de revenir sur ça 15 ans après, mais moi je vous parle pas d'après. D'accord, le discours de Colin Powell, c'est 2003. Thierry Meyssan disait déjà en 2004 qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak. Et donc toutes les preuves sont sur Internet. Vous allez sur le site Réseau Voltaire, qui est le site de Thierry Meyssan. Tout est daté. Les articles sont là. Et dans la presse française, soi-disant, on découvre ces mensonges seulement dans les années 2010, etc. Donc on a vu la France s'aligner sur les États-Unis dans sa politique extérieure, alors qu'on n'avait aucun intérêt à le faire. Moi, je découvre toutes ces polémiques seulement dans les années 2008-2009, dans mes premières années universitaires. J'ai beaucoup de temps pour moi. Je découvre aussi Internet, parce que je l'ai eu très tard. Et donc, j'ai du temps et je sors beaucoup sur Internet et je découvre à peu près en même temps, donc dans les années 2008-2009, je découvre le cas Dieudonné, je découvre ensuite Alain Soral et je découvre aussi Salim Laibi, le libre penseur. Et c'est surtout le cas Dieudonné qui m'a alerté. Moi qui pensais vivre dans un pays où il y avait la démocratie, c'était le pays de la liberté d'expression, où on pouvait tout dire, où tout le monde pouvait s'exprimer librement. Et le cas Dieudonné a démontré le contraire, sachant qu'il était humoriste en plus, ce qui est le plus révoltant, et personnellement j'ai horreur de l'injustice. Donc Dieudonné a démontré par A plus B qu'en France, on pouvait critiquer toute forme d'extrémisme religieux, mais qu'il y avait une communauté en particulier, ou plutôt des représentants autoproclamés d'une communauté, qui n'acceptent pas cette critique. Et donc là, on a vu se dessiner un 2 poids 2 mesures, parce que cette injustice, elle s'est traduite sur le plan judiciaire. Et c'est ce qui va se vérifier aussi par Alain Soral plus tard, avec de nombreuses condamnations politiques, et qui se vérifie encore aujourd'hui. Toute cette nébuleuse dissidente va nous montrer la cohérence de certains réseaux de domination et certains lobbies d'influence présents en France. Et à partir des années 2010, le site Égalité et Réconciliation et d'autres vont réussir à regrouper assez d'informations pour créer une grille de lecture sur la politique française et sur la géopolitique internationale, une grille qui fonctionne et qui permet de prédire le mouvement de ces réseaux avec de plus en plus d'exactitude. Donc si je parle d'égalité et réconciliation, c'est parce que son initiateur, Alain Soral, a écrit un livre incontournable pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en France, en politique, et notamment pourquoi, par exemple, les Gilets jaunes sont diabolisés. Ce livre, il s'intitule « Comprendre l'Empire », qui est une grille de lecture toujours d'actualité, notamment sur la question iranienne, puisqu'on voit toujours actuellement dans les médias la propagande s'intensifier contre l'Iran, une propagande qui n'est pas de nature à apaiser les tensions. Et si une guerre éclate contre l'Iran, ce sera le début de la Troisième Guerre mondiale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le sous-titre du livre de Soral, c'est « Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations ». Et les Gilets jaunes incarnent en quelque sorte cette révolte des nations qui va se répandre à l'échelle mondiale, et que la dissidence française a espéré depuis une dizaine d'années, et dont ils sont les initiateurs. Non. Il faut comparer les Gilets jaunes aux jacqueries, à la guerre des farines et à toute la violence pré-révolutionnaire populaire. La Révolution française, c'est vraiment la prise du pouvoir de la bourgeoisie. Dans l'affaire des Gilets jaunes, la bourgeoisie ne prendra pas le pouvoir parce qu'elle l'a déjà. On est à la fin d'un cycle. Je pense que le cycle qui vient de s'ouvrir, c'est le retour du peuple après vraiment 2 siècles, virgule quelque chose de dictature totale idéologique de la bourgeoisie capitaliste. Et là, c'est la fin de ça. Je considère le mouvement des Gilets jaunes, auquel j'adhère, mais à corps et âme, j'en ai pleuré de bonheur, quoi.
je veux dire, ça y est, le peuple se réveille. C'est le réveil du peuple français. Ce peuple français qu'on calomnie, qu'on bafoue, qu'on exaspère depuis des décennies et des décennies, qui se réveille, et il est encore là. Il est encore là. La France n'est pas morte, le peuple français est encore là. La personne que vous venez de voir, c'est Marion Sigaud. C'est une dissidente, historienne spécialisée dans le XVIIIe siècle. Elle est émue par le mouvement des Gilets jaunes, comme beaucoup de dissidents qui voient ce mouvement comme une récompense vis-à-vis du travail fourni durant toutes ces années, un travail avec des intérêts. Je veux dire que moi-même, je ne suis pas financé. Je ne suis pas financé pour écrire mes articles. Je ne gagne pas d'argent à faire ça. Mais quand j'ai vu que ces gens combattaient dans le sentier de Dieu, j'ai cru en leur cause, et donc j'ai voulu témoigner en leur faveur, et la récompense des Gilets jaunes est largement à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Et c'est pour ça que je comprends l'émotion de Marion Sigaud. Je veux dire que personne dans la dissidence n'aurait pu imaginer cette forme d'insurrection. Alors certains pourraient me dire, c'est trop facile de t'inclure dans cette dissidence, de te faire passer pour un résistant, maintenant que le mouvement de révolte des Gilets jaunes a commencé. C'est trop facile de se ranger du bon côté. Alors déjà, j'aimerais dire qu'on n'a pas encore gagné, première chose. Deuxième chose, les gens qui ont lu mes livres, ou qui ont lu mon blog, ont dû voir que je faisais référence à ces gens dans mon premier livre. Par exemple, je parle de Kémy Séba, de René Quénon que j'ai découvert avec Salim Laïbi. Dans mon deuxième tome, je parle de Alain Soral, de Marion Sigaud, notamment sur les Lumières. Dans le troisième tome, je cite le docteur André Gernès, et encore une fois René Guénon, que j'ai découvert par Salim Laïbi. Dans le quatrième tome, je cite Lucien Cerise, notamment sur la neuro-ingénierie, que j'ai découvert sur Égalité et Réconciliation. Et il y en a plein d'autres. Je ne peux pas citer tout le monde, mais si j'ai pris la plume en 2012, c'est parce que j'ai cru en leur combat. Et c'est en quelque sorte ces personnes qui ont fait que j'ai pris confiance en moi, que j'ai écrit, et que je suis capable aujourd'hui de me tenir devant vous, sur YouTube, avec une pensée construite, sans mimétisme, capable d'esprit critique, même envers la dissidence. Et ce combat pour la vérité, j'ai souhaité y contribuer, et je suis sûr qu'il y a plein de gens en France qui ont fait comme moi, qui sont dans l'anonymat, qui ont créé leur propre petit média, un petit blog, des vidéos YouTube, une page de réinformation Facebook, et qui ont témoigné en faveur de ces gens. Il y a plein de Français inconnus qui ont suivi ces dissidents. Puisqu'il faut savoir que le site Égalité et Réconciliation, c'est le site internet politique le plus consulté en France. Mais par contre, si c'est le site le plus consulté, le plus suivi, on n'est pas des moutons. On a pris ce qui est bon chez Soral, on a pris ce qui était bon chez Marion Sigaud, chez Salim Laïbi, chez d'autres, et on a mis de côté ce qui était plus tendancieux. Et surtout, on a travaillé de notre propre côté pour faire aussi bien, si ce n'est mieux, tout en apportant nos compétences. Il ne faut pas croire que parce que Soral a plus de visibilité, que c'est parce qu'il est plus compétent que les autres. Non, c'est juste qu'il avait une bonne stratégie de communication. Et il avait déjà un public, puisque il était déjà un petit peu connu, parce qu'avant d'aller sur Internet, il s'était fait une petite notoriété par la télévision. Donc c'est plus simple pour lui, après, de réunir plus de monde. C'est comme ça qu'on prouve effectivement qu'on résiste. Il y a des gens qui m'ont reproché de ne pas être sur le terrain avec les Gilets jaunes. Ils m'ont dit « Pourquoi tu n'y es pas ?» J'ai 60 ans, j'ai un travail à faire de formation. Je dis déjà, s'il y a des Gilets jaunes, c'est peut-être parce que j'ai pas mal bossé depuis des années à faire de la pédagogie. Et je le dis parce que ça rejoint notre réunion d'aujourd'hui. Notre rôle, c'est pas de courir derrière les Gilets jaunes. C'est nous, on court devant et on les attend parce qu'ils sont en train de faire une formation accélérée où ils sont en train de se prendre dans la gueule toutes les arnaques, tous les enfumages du système. Et en fait, ils sont en train de faire en quelques mois, pour ceux qui vont faire jusqu'au bout, leurs universités accélérées pour nous rejoindre. En réalité, on est devant eux, pas derrière. Et moi, je vois pas de raison. Je sais que ça va énerver certains d'avoir mis ce passage, mais sur ce coup-là, il a en partie raison. Parce que il y en a certains qui disent aujourd'hui que oui, le mouvement des Gilets jaunes s'inscrit dans une révolution cosmique, notamment avec les printemps arabes et d'autres, etc. Ok, admettons.
Mais pourquoi est-ce que ça arrive en France et pas ailleurs en Europe? Il a bien fallu qu'il y ait des initiateurs qui ont pensé cette révolution à la base, qui ont essayé de provoquer ce changement et cette prise de conscience parce que nécessaire. Alors, ce n'est évidemment pas Alain Soral tout seul qui est à l'origine de tout ça. Lui a été un des plus influents, il a bénéficié d'une grande visibilité sur Internet. En tout cas, il a porté la voix de beaucoup de gens qui n'étaient pas entendus. Et puis il a été, comme beaucoup d'autres, un relayeur d'idées, qui a fait des analyses pertinentes sur l'état de la scène politique en France. Mais encore une fois, Soral a tendance à oublier qu'il n'a pas formé des moutons, d'accord? Et donc les gens qu'il a formés, dont je fais partie, ne vont pas forcément tout penser comme lui. Et d'ailleurs, je vais le critiquer un petit peu dans la suite de la vidéo. Les gens qui l'ont suivi n'ont pas été inactifs. Il y a plein de Français, comme moi, je le répète, et y compris des musulmans, qui ont essayé de contribuer à leur échelle, avec moins de moyens. Mais le plus important, c'est que l'information circule. Nous sommes tous des relayeurs d'idées, des messagers en quelque sorte. Moi-même, je suis un messager en tant que musulman, j'essaie de transmettre le message du prophète, les enseignements du Coran, et puis dans le même temps, j'essaie de relayer aussi les idées parfois politiques qui, pour moi, vont permettre plus de justice dans ce pays, dans cette société. Car rien de ce qui est juste ne peut être contraire à l'islam. Je reviens sur le déroulement historique de la dissidence. Il y a eu un événement très important et qui a certainement échappé à la majorité des Français qui ne suivaient justement pas cette dissidence. C'est en 2014 s'organise le premier congrès européen de la dissidence à Bruxelles. Donc là, pour moi, c'était un petit peu comme la Ligue des Justiciers, les super-héros qui se réunissaient au même endroit pour faire une conférence. Donc il y avait Salim Laibi, Marion Sigaud, Kémy Séba, Soral, Dieudonné et d'autres qui ont voulu se réunir pour faire une conférence sur l'état de la liberté d'expression en Belgique et en France. Et évidemment, le résultat, c'est qu'ils n'ont pas pu s'exprimer. On leur a refusé l'accès à la salle dans laquelle ils devaient tenir la conférence, et les forces de l'ordre avaient même sorti les canons à eau contre des intellectuels, pour vous dire que c'était une conférence assez démonstrative. Parmi les dissidents, il y avait Patrick Donte, qu'on surnomme aussi Tepa, qui était à l'initiative d'un média alternatif qui s'appelait Meta TV, et qui avait couvert l'événement, et aujourd'hui vous pouvez retrouver les vidéos de cette conférence, ou en tout cas de cet événement de 2014 à Bruxelles, totalement saboté. Vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube et sur Dailymotion. Le point commun de ces dissidents, c'est qu'ils vont dénoncer les manipulations politiques. Alors on ne parle pas ici des petits sophismes de communication. Là on parle vraiment des manipulations stratégiques à grande échelle, nationale voire mondiale, et ce qui est important, c'est que si ces gens font de la vulgarisation, il y a tout de même derrière une rigueur universitaire, puisque cette dissidence, elle va trouver des connexions avec d'autres élites dissidentes sur la scène internationale. En fait, c'est l'élite qu'on aurait dû avoir sur nos plateaux télé pour conseiller la population si les médias n'étaient pas verrouillés idéologiquement et si on vivrait dans une vraie démocratie. Cette grille de lecture dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle explique par exemple comment un BHL, le soi-disant philosophe, peut exercer son influence sur le gouvernement au point de faire la guerre à la Libye, au détriment de l'intérêt des Français et par la même occasion salir l'histoire de France. Quand vous dites ça, vous avez une chance sur deux de vous faire traiter d'antisémite. Et c'est ce qui va arriver à l'ensemble de la dissidence. Les médias, au lieu de faire preuve de fraternité envers les lanceurs d'alerte, donc les lanceurs d'alerte, ce sont ceux qui dénoncent les complots et les dysfonctionnements dans la société, les médias vont les calomnier en les traitant d'antisémites, d'islamophobes, de racistes, de fascistes, d'extrême droite, etc., etc. C'est pour ça que les gilets jaunes aujourd'hui devraient comprendre ce qui leur arrive. Il leur arrive exactement la même chose, ils sont calomniés dans les médias. Et ce qui veut dire qu'ils sont dans la bonne direction, que leur combat est juste. Et ce n'est pas qu'en France que c'est arrivé. En parallèle à tout ça, on a vu aussi des lanceurs d'alerte sur la scène internationale, comme Edward Snowden, Julian Assange, qui se sont vus être considérés comme des traîtres à la nation ou traités comme des criminels, alors que, encore une fois, je répète, le principe du lanceur d'alerte,
c'est qu'il est là pour alerter d'un dysfonctionnement des institutions, dénoncer les complots parce que ça existe. Et donc il faut en toute urgence les écouter pour justement rectifier et rétablir l'intérêt général. Donc Soral, par exemple, a été calomnié comme jamais ça n'a été fait à la télévision. Il a eu tous les qualificatifs possibles. C'est que vous publiez le 7 novembre prochain aux éditions Blanches Dialogue désaccordé, une conversation par mail entre vous et Alain Soral. Oui. Soral, national-socialiste, suprématiste, révisionniste, antisémite, islamophobe, homophobe. Soral, le faurisson du net. Vous venez de voir Thierry Ardisson, qui a pourtant dit récemment... Alors, dernier point, last but not least, c'est de faire passer les gilets jaunes pour des antisémites. Alors ça, en France, c'est l'argument définitif. C'est-à-dire quand tu veux détruire quelqu'un, tu dis c'est un antisémite. Pour vous dire que la télévision, c'est vraiment de la mise en scène. Même Salim Laïbi va être rangé du côté de l'extrême droite. Pour vous dire que tout ça, ça n'a plus aucun sens. Et que dans les médias, les mots sont dénaturés, les propos sont sortis du contexte. En France, dès que les médias n'arrivent pas à faire rentrer quelqu'un dans une case politique, on dit de lui qu'il est d'extrême droite. Et faites attention aussi parce que ceux qui dénoncent le confusionnisme sont les plus grands confusionnistes qui soient. Ce sont des gens qui aimeraient pouvoir enfermer tous les humains dans des cases. Et comme ils n'y arrivent pas, ils nous accusent d'être des confusionnistes. Chez Conspiracy Watch, par exemple, de Rudi Reichstadt, la catégorie être humain n'existe pas. Même Étienne Chouard, dont on va parler, qui est vraiment la branche la plus modérée de la dissidence, s'est fait épingler par les médias parce qu'il a défendu Alain Soral. Eh bien, si vous trouvez que chez Soral, il y a quelque chose de dangereux, et qu'en même temps, Soral, il est un résistant à la guerre, il dénonce les manipulations qui nous conduisent à des guerres. Il dénonce la mainmise de la banque sur les médias. Il dénonce le côté va-t-en-guerre de nos médias et de nos gouvernements. Il dénonce la duplicité des politiques. Ben, je suis désolé, il y a plein de choses intéressantes. Il dénonce le colonialisme guerrier du sionisme. Et vous verrez qu'on va lui reprocher ses propos sans jamais revenir sur les arguments. Et ce que j'apprécie chez Étienne Chouard, c'est qu'il n'a jamais dit du mal de Soral, malgré sa désolidarisation. Mais les médias n'aiment pas ça. Ils souhaiteraient qu'on reste divisé, qu'on se tape dessus, que les gens ne dialoguent pas entre eux. Les médias qui viennent parasiter et tordre les propos, ils jouent un rôle de filtre et ça crée des tensions dans la société. Or, Internet a permis ce dialogue sans filtre, impossible dans les médias classiques infiltrés. On lui reproche d'avoir répondu à des questions en disant la vérité. Et Étienne Chouard s'est toujours très bien défendu, extrêmement bien, en faisant remarquer que ceux qui lui reprochent d'avoir parlé de Soral, d'avoir dit du bien de Soral, eux-mêmes se comportaient comme des fascistes et faisaient la pub de Soral, alors qu'il est clair que ce n'est jamais Étienne Chouard qui a commencé à en parler. Et il n'en parle jamais. Par contre, on voit une obsession presque fasciste envers ceux qui dénigrent Soral. On a appelé la dissidence la fachosphère dans les médias pour la disqualifier, en faisant des liens avec des organismes qui n'avaient aucun lien les uns avec les autres. Par exemple, il n'y a aucun lien entre égalité et réconciliation et les identitaires, par exemple. Ce sont vraiment deux opposés. C'est pas les musulmans qui prétendent ça en réalité. Tout à fait. C'est Mélenchon et les francs-maçons. Tout à fait. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand on interdit les crèches dans les mairies en disant que c'est des symboles religieux abusifs, on fait croire, je dirais implicitement, que c'est les musulmans qui s'en plaignent. Jamais les musulmans ne se plaignent de fait qu'on fête la naissance de Christ. En général, ce sont les mecs de la libre pensée. Donc ce sont des francs-macs qui portent plainte au nom du non-respect de la laïcité. Juste pour avoir compris cette manipulation sur les crèches, que les identitaires ne comprennent pas et ne comprendront jamais ou ne veulent pas comprendre, moi j'ai du respect pour Alain Soral. Toutes ces calomnies, en réalité, elles ont été faites pour faire taire le débat public et disqualifier ces gens socialement, mais aussi pour dissuader les gens du bon sens de les rejoindre. Donc dissuader les gens de certains comportements, c'est comme le LBD 40, si vous voulez, qui sert à dissuader les gilets jaunes de manifester.
Bien, au lieu du LBD 40, c'est un coup de qualificatif d'antisémitisme ou d'extrême droite et les gens finissent par se taire par culpabilité. On continue sur l'historicité de la dissidence. Elle s'est un peu écroulée à partir du moment où Alain Soral et Salim Laibi se sont mis dos à dos. Je ne suis pas là pour défendre l'un ou l'autre, d'accord ? Je sais à peu près ce qui s'est passé, même si j'ai pas tous les éléments en ma possession, donc ne me demandez pas de juger une situation sans toutes les preuves. Moi, je ne prendrai jamais parti pour l'un ou pour l'autre, car les deux m'ont appris énormément, et envers les deux, je serai toujours reconnaissant. Donc, de leur division, c'est à partir de ce moment-là que la dissidence a commencé à chuter. Ensuite, il y a eu l'élection écrasante de Macron, qui a aussi enfoncé le clou, et qui a été assez déprimant dans le milieu de la dissidence. Mais il s'est passé deux choses importantes en parallèle, ces deux dernières années, à peu près au même moment que le clash Soral-Salim Laibi. C'est d'abord, malgré là où les divisions, parce qu'il y en a eu plusieurs, la dissidence n'a jamais baissé les bras. Ils ont continué le travail, dans leur spécificité chacun. Donc voilà, il y avait la branche plus tournée vers l'éducation, une autre vers la géopolitique, une autre dans le dérive du monde de la santé, de l'écologie, d'autres sur la psychosociologie, d'autres sur l'Union européenne, etc. Donc la première chose, c'est que la dissidence a continué même dans la division. Et la deuxième chose, c'est que les gens du quotidien, les gens normaux, ont commencé à faire des lives Facebook et YouTube, donc sur les réseaux sociaux, et ont commencé à s'emparer du politique et des mêmes questions que la dissidence. Et finalement, les Gilets jaunes, ce n'était qu'une question de temps. Comme je l'ai dit, personne n'aurait pu prévoir que ça aurait pris cette forme-là. Car les Gilets jaunes, si on peut expliquer théoriquement que c'était inévitable, qu'il y aurait à un moment donné une insurrection, car c'était pas possible que ça puisse continuer comme ça, en revanche, personne ne peut expliquer comment le mouvement s'est créé à l'instant T. Et en tant que croyant, je suis obligé de voir la main de Dieu derrière ce mouvement. Quand je parle aussi ouvertement de la dissidence, certains pourraient penser que je suis en train de me suicider socialement. Mais la réalité, c'est que dans ce système, je suis déjà mort socialement depuis longtemps, et ça ne me dérange pas parce que j'ai appris à vivre comme ça. Et parce que je sais qui je suis, je sais ce que je ne suis pas, je sais ce que je fais, et je me moque bien de ce qu'on pourrait penser de moi ou des étiquettes que l'on pourrait me coller. Et aussi pour vous montrer que le petit citoyen lambda que je suis ne se laisse pas intimider par la doxa médiatique, la bien-pensance, et que si on fait un petit effort de réflexion, eh bien on peut très bien soutenir cette dissidence sans que ça tombe sous le coup de la loi et sans qu'on soit associé à l'antisémitisme ou à l'extrême droite ou à je ne sais quoi d'autre. Donc si j'en parle, c'est parce que aussi bientôt j'aurai plus le droit d'en parler. J'ai fait une série sur l'antisionisme il y a très peu de temps, une série qui respecte le cadre de la loi. Je voulais voir si YouTube respectait ce cadre. Je n'ai pas eu de problème, apparemment tout va bien. Mais Macron a annoncé qu'il allait changer la définition de l'antisémitisme, en y incluant l'antisionisme. Du coup, mes vidéos risquent d'être supprimées à l'avenir en raison de cette liberté d'expression qui est de plus en plus grignotée chaque jour par ce régime autoritaire. Et pourquoi ils font ça ? Parce que la réalité, c'est que Soral et Dieudonné ne sont pas antisémites, qu'ils ne font jamais l'amalgame entre juifs et sionistes, contrairement à ce qu'on leur prête. Il est vrai que Soral parfois fait quelques sorties de route, pour se la raconter un petit peu, mais honnêtement, c'est chercher la petite bête. Ces personnes n'ont jamais appelé à la haine du juif, ni à des actes de violence, et d'ailleurs, c'est grâce à eux que moi, personnellement, je n'ai pas de haine envers les juifs, parce que je comprends, grâce à eux, la complexité de la question juive. La haine, elle se déclenche par l'ignorance, c'est quand on ne comprend pas. Or, au contraire, quand je dis que je suis un antisioniste radical, c'est parce que je comprends et je connais la définition du sionisme historique, qui est que les juifs ne peuvent pas être assimilés aux autres peuples, et ça, moi, en tant que musulman, ça me fait penser à la propagande djihadiste qui dit la même chose, que la République n'est pas compatible avec l'islam, ou que l'islam n'est pas compatible avec la République, donc que le musulman ne peut pas être soluble dans la République. Et donc la définition du sionisme va à l'encontre des valeurs françaises, et la preuve qu'un antisioniste ne peut pas être antisémite, c'est que si je serais un véritable antisémite, la première chose que je ferais, c'est de faire en sorte que les juifs s'en aillent de France, et donc je ferai la promotion du sionisme. Je laisse le monde du spectacle avec ses contradictions.
Après, ce qui est vrai, c'est que chez Soral, on constate une forme de judéomanie. Mais le problème, c'est que lui, son travail a consisté à analyser les réseaux de domination et d'influence en France. Et si on s'intéresse à ce sujet, on tombe automatiquement sur le CRIF, et forcément, on voit cet organe de propagande israélien sans gêne, avec énormément d'influence, notamment sur l'inconscient des Français, et ce lobby qui manque de respect au président de la République, en lui forçant littéralement la main. Imaginez si ça aurait été un représentant musulman, ça aurait fait scandale pendant une semaine. Ça tournerait en boucle sur PFM, mais là les médias n'en disent pas un mot. Silence radio, personne n'en parle. Et pourtant ce sont ces gens-là qui font la pluie et le beau temps en France, cette minorité juive extrémiste en costard-cravate, à l'accoutrement d'une mafia moderne. Eh bien mon travail, à cause de ces gens-là, sera jugé antisémite. Effectivement, si vous cherchez des antisémites, selon votre définition totalement pervertie, vous allez en trouver. Donc moi je veux bien l'admettre, aux yeux de l'histoire, je suis un antisémite sans la haine des juifs. Allez, on passe à la deuxième diapo. Le mouvement de la dissidence, en apparence, il semble être à droite, mais en réalité il est à la fois à gauche et à droite. Cette impression d'être radicalement à droite vient d'une part d'égalité et réconciliation, qui monopolise un peu la dissidence, qui pour le coup penche plutôt à droite, je vais vous le démontrer. Et cette impression vient aussi des médias qui ont mis tous les intellectuels de la dissidence dans le même panier, et notamment à l'extrême droite, pour les disqualifier. Mais la réalité, c'est qu'il y avait des intellectuels de gauche dans la dissidence. On va parler par exemple de Michel Colomb, d'Étienne Chouard, on pourrait en mettre d'autres, même si eux ne s'en revendiquent pas forcément de la dissidence. Moi, je les inclus dedans parce qu'ils ont le sérieux universitaire et ils dénoncent les complots et les grandes manipulations stratégiques et politiques. Le slogan « Gauche du travail, droite des valeurs » du site Égalité-Réconciliation, fondé par Alain Soral, pour moi c'est certainement le meilleur slogan qui représente l'effort de cette dissidence française. Et c'est même à l'image de l'idée que je me fais de la France. Moi-même je me reconnais dedans, la gauche du travail c'est défendre les intérêts politiques des gens d'en bas, des travailleurs mal payés, mal reconnus, tout en essayant d'éveiller leur conscience politique. La dissidence a fait un énorme travail pédagogique avec des conférences dans toute la France, disponibles très souvent gratuitement sur les plateformes vidéo comme YouTube ou Dailymotion, bien évidemment jamais relayées par les médias, vous n'en verrez jamais aucune à la télévision. Il y a aussi l'éducation populaire qui existait déjà un petit peu à l'extrême gauche, avec notamment tout ce qui est conférences gesticulées. Quant à la droite des valeurs, en tant que croyant, c'est surtout l'éthique, la morale, la religion, le retour du spirituel, et puis les grandes structures civilisationnelles, ce qui touche à la patrie, la famille, l'effort dans le travail, la fraternité, etc. Il y a une différence entre tolérer ce qui sort de la norme et faire la promotion de ce qui sort des valeurs communes. Or, aujourd'hui, c'est le capitalisme qui est roi, qui est promu partout dans le système, et donc c'est la promotion de ce qui contrevient à tout ce que je viens de vous dire, sur la gauche du travail et la droite des valeurs, et c'est pour ça que notre civilisation s'écroule. Maintenant, j'aimerais vous expliquer ma divergence avec Soral, que j'ai pu comprendre que tout récemment. Alors que, je vous l'ai dit, j'ai découvert Soral depuis 2009-2010, donc ça fait presque 10 ans maintenant. J'avais déjà eu la puce à l'oreille lorsqu'il a évité le débat avec Michel Colomb. Michel Colomb, qui est un journaliste belge responsable du site Investigation,
qui dénonce les grandes propagandes de guerre et ce qu'il appelle aussi les médias mensonges. Je pense que chaque guerre est précédée de grands médias mensonges et il faut, je pense, qui dans cette salle peut prétendre savoir tout ce qui se passe maintenant en Libye et avoir les preuves de tout ce qu'on nous a avancé. Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit non, on n'a pas dit ça, c'était faux. L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. Et Michel Colomb a écrit un livre sur Soral. Je ne l'ai pas lu, honnêtement, mais j'ai bien compris que Soral avait pris peur sur ce coup-là, puisqu'il n'a pas répondu à l'appel au débat de Michel Colomb. Et deuxième chose, très récemment, Soral s'est rapproché des royalistes, ou les royalistes se sont rapprochés de lui. Je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait. En tout cas, on savait déjà qu'il avait une petite connivence. Et durant ces dernières interventions, j'ai pu comprendre quelque chose que je n'avais pas saisi auparavant. Là, on va en parler aussi, ça fait partie des pièges. Donc, le premier piège du système, c'est qu'il faut dialoguer. Et là, on voit très bien qu'en ce moment, Étienne Chouard, que j'ai bien connu, charmant professeur d'une école, d'un lycée technique à Marseille, est pris un peu dans le piège de sa gentillesse. Hein, le RIC, tout le monde en parle, le RIC. Moi, je pense que le RIC, c'est très bien. Le problème, si on réfléchit politiquement sérieusement, il faudra d'abord que des gens comme nous fassions la révolution par une violence sorélienne pour qu'on puisse donner au peuple le RIC. Jamais, jamais le pouvoir ne rendra le pouvoir au peuple par des consultations. Le système se défend. Et pour ça, il produit des nouveaux gentils, dont le fer de lance est Étienne Chouard, qui d'ailleurs faisait un grand meeting à Toulouse, je crois hier ou avant-hier, sur effectivement le RIC. Effectivement, le RIC, c'est très bien, la démocratie directe contre la démocratie représentative. Mais je veux dire, jamais, jamais, la révolution ne passera par le RIC. C'est évident. Il faut d'abord la révolution pour pouvoir après, qu'un pouvoir révolutionnaire, effectivement, puisse lancer des consultations populaires. Et pourquoi il le fera? Parce que il sera l'émanation du peuple, donc il sera en face, donc il n'aura aucun risque d'être désavoué par ces consultations. Vous voyez, c'est pour ça que ça se fera à ce moment-là. Alors que là, aujourd'hui, on voit bien que finalement, le RIC sert un peu la soupe à Macron, qui est déjà rentré en pré-campagne européenne, et qui dit, je lance la consultation populaire, je passe par la plus petite échelle en termes de subsidiarité de la représentativité politique, qui est les maires. Donc c'est très intelligent, il y a des mecs qui travaillent derrière, hein, ils sont intelligents. Et on est en train de voir s'opérer, malgré Chouard, une jonction finalement Macron-Chouard, c'est-à-dire non à la violence, oui au dialogue. Et ça, eh ben, c'est gagner du temps, aller aux européennes. Et là d'ailleurs on voit bien que j'ai remarqué que la petite Lapix, qui est la femme de Sadoun, c'est ça, était beaucoup moins agressive avec Marine Le Pen qu'il y a quelques temps. Et ça c'est des signaux. Je me demande moi si parmi les, comment dirais-je, les solutions qu'Attali a dans son grand carton, il n'y aurait pas Marine Le Pen sauveuse de la République. Donc il dit que le RIC, le RIC, c'est très bien. Jusque-là, pas de souci. Par contre, la jonction Macron-Chouard, faut être assez culotté pour la sortir. Alain Soral n'a pas compris l'importance de l'écriture de la Constitution et de son pouvoir révolutionnaire. Plus important que la révolution physique et violente qui, certes, peut-être, je ne sais pas, je ne la cautionne pas, mais si elle doit avoir lieu, elle aura lieu. Mais si on n'a pas de solution politique après derrière, ça ne mènera à rien, si on n'est pas rodé avant, et si on ne s'est pas préparé pour rétablir une vraie constitution du peuple. On va se faire récupérer, et croyez-moi que les francs-maçons et autres réseaux de domination ont l'expérience pour ça et sont déjà prêts à un éventuel renversement. Donc c'est pour ça qu'il faut que le peuple et les gilets jaunes s'organisent et commencent à former la vraie démocratie de demain. Du coup, cette diabolisation d'Étienne Chouard par Alain Soral, ça m'a fait prendre conscience d'une chose. C'est que Soral, en réalité, il aimerait donner le pouvoir non pas à la gauche du travail, mais surtout à la droite des valeurs. Donc lui, il est plutôt pour la hiérarchie, l'autorité, la monarchie,
contrairement à un Étienne Chouard qui a plus des références anarchistes, donc il est plus à gauche. Honnêtement, je n'ai pas lu les anarchistes, mais Étienne Chouard en dit beaucoup de bien. Et donc, il serait plutôt pour une gouvernance horizontale plus que verticale. Mais j'aimerais vous faire remarquer tout de même une chose paradoxale, c'est que Alain Soral incarne beaucoup moins les valeurs de droite qu'un Étienne Chouard, ne serait-ce que par son comportement. Et c'est là où les apparences sont parfois trompeuses. C'est qu'Étienne Chouard, sans être un moraliste ni un religieux, incarne mieux la morale dans sa façon d'être. C'est quelqu'un de poli, de gentil, il n'est pas grossier, il respecte ses adversaires, il est contrairement à un Soral qui vient diaboliser Chouard, qui a parfois des comportements un peu discutables du point de vue de l'éthique, qui est parfois un peu agressif. Bon, personnellement, je ne vais pas faire le choquer. Par contre, je remarque le décalage entre la parole et l'acte. Et puis Soral parle même du rétablissement d'une religion d'État. Alors moi, je ne suis pas contre, encore une fois, je suis ouvert à toute proposition. S'il faut retourner au christianisme comme religion d'État, pourquoi pas, si ça peut amener plus de paix, plus de sérénité pour le peuple français. Et en plus, je crois qu'il y a un retour du christianisme en France, donc ok. Mais il va falloir que ça se fasse avec un minimum de consensus. Parce que quand je vois le discours d'une certaine idéologie chrétienne, christiano-sioniste, qui a le vent en poupe en ce moment, je ne sais pas s'ils peuvent rendre compatible une religion d'État, en tout cas la religion chrétienne d'État, avec la coexistence d'une autre religion sur leur territoire, et notamment l'islam, surtout s'ils prennent comme modèle Israël. Et Alain Soral est très conscient de ça. Donc moi, ce qui me fait peur, et donc je sais que Soral connaît cette manipulation, il va falloir que les chrétiens fassent un effort de clarification et de communication sur leur écriture biblique, sur le sujet de la tolérance vis-à-vis des autres religions. Parce que les vrais dissidents chrétiens savent que les musulmans sont objectivement leurs alliés, et j'espère juste qu'ils seront majoritaires. Et donc la question que je me pose finalement, c'est comment Soral articule sa défense du RIC, du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, qui est donc, comme son nom l'indique, à l'initiative du citoyen, donc le pouvoir par le bas, avec le royalisme, une monarchie qui est le pouvoir plutôt par le haut, mais qui reste un pouvoir temporel. Autre chose, autre remarque, autre critique que j'ai remarqué chez Soral et chez Youssef Indy, c'est qu'il condamne le mot « république ». Je l'ai remarqué en relisant Comprendre l'Empire, alors que des personnes comme Étienne Chouard ou Marion Sigaud ne font pas cette erreur, parce que ce sont des gens plus rigoureux, avec une vraie méthodologie, et ils rappellent sans cesse dans leurs interventions la précision de langage, et qu'il faut toujours revenir à la définition des termes. Et si la République, c'est le bien public, le bien commun, l'intérêt commun, alors depuis 2 siècles, il n'y a pas eu de République en France, si ce n'est qu'une minorité qui en a bénéficié. Il ne suffit pas d'inscrire dans la Constitution que la France est une démocratie et une république indivisible pour l'être. Il faut les institutions qui mettent cela en place en pratique. Je reviendrai sur ça dans la seconde vidéo. Et j'en profite pour répondre que oui, l'islam est compatible avec la République puisque nous avons la notion de maslaha dans l'islam traditionnel, qui est l'intérêt public, défini dans le mardab de l'imam Malik. Et ceux qui me diront que c'est seulement l'intérêt des musulmans, je dirais que l'intérêt premier des musulmans, c'est que l'humanité se porte bien. Point final, il n'y a pas à argumenter plus que cela. Alors que Soral, lorsqu'il parle de la République, il va diaboliser le mot. C'est que moi je préfère quelque part un bon musulman pour mon combat à un type qui prétend être un laïc qui défend les valeurs de la République. Parce que celui-là, je dis, t'as pas compris ce que c'était que la République, et la République, je le répète, la République c'est la loge, et la loge c'est la synagogue. Entre la loge et la République qui appartient à tout le monde. C'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo sur la deuxième partie. En rendant la République négative, en diabolisant ce terme, ils empêchent en quelque sorte de pouvoir récupérer le bon sens de ce mot, et donc de penser le bien commun, et de faire en sorte de mettre en place une vraie démocratie, mais aussi une vraie République. Alors effectivement, peut-être que Soral ne veut pas de la démocratie, mais ça c'est un autre sujet. Et là où Étienne Chouard intervient pour moi, et qui je crois est plus intelligent que Soral, Soral qui le méprise, il dit de lui que c'est un gentil, donc un naïf, alors que si on écoute bien Étienne Chouard, il est très loin
d'être né de la dernière pluie et semble aussi lucide sur la violence de l'État. Mais là où Étienne Chouard est intelligent, c'est qu'il s'en prend à la cause de l'injustice, alors que Soral s'en prend à des personnes, à des groupes identifiés, à de simples conséquences finalement. Si le lobby israélien a tant d'influence, c'est que nos institutions le permettent. Et donc la cause de l'injustice se situe dans les règles des institutions. S'en prendre à une branche du judaïsme politique ou à la franc-maçonnerie ne résoudra pas le problème. Parce que ces choses-là existeront toujours. Or, Étienne Chouard essaye de penser les institutions qui empêchent l'expression de ces minorités dominantes, parce que si aujourd'hui c'est le judaïsme politique, peut-être que demain ce sera le christianisme politique, ou l'islamisme politique, ou l'athéisme politique, qui prendront en otage la majorité des gens, et ce ne sera pas plus légitime pour autant. Soral, lui, ne fait que les dénoncer, par des analyses certes pertinentes, en les mettant en grand jour, et en subissant parfois des répressions. Donc c'est là où il est utile, parce que Soral, finalement, c'est la démonstration par l'expérience. C'est de l'empirisme scientifique, avec tous les risques que ça entraîne, dont les condamnations politiques. Et c'est pour ça que ça engage du respect envers lui. Petit aparté, pour parler de mon cas personnel, vous savez que j'ai été condamné hier, comme par hasard, à de la prison ferme. Alors je vais vous préciser, parce que les médias disent n'importe quoi. Hein. La phrase qui m'attribue, c'est une phrase que je dénonce. En te citant, c'est une phrase d'un leader israélien, hein, la phrase sur le combat génocidaire. On me la met dans la bouche alors que je la dénonce, vous voyez. Et il faut savoir que j'ai été condamné dans ce procès parce que la communauté juive organisée a porté plainte contre moi pour ma défense lors d'un autre procès, contre moi et contre mon avocat. C'est-à-dire que là, on est dans une atteinte au droit à la défense, on n'est plus dans la légalité. C'est-à-dire que là, je suis condamné pour m'être défendu lors d'un procès précédent. Et on l'a vu aussi avec la conférence de Bruxelles qui n'a pas pu avoir lieu. Donc, il y a de la répression. Et donc il y a eu une démonstration de vérité. Mais Étienne Chouard n'a pas besoin d'aller jusque-là, puisque la preuve, ça y est, on l'a, grâce à Soral. C'est bon, c'est acté. Maintenant, comment on fait pour empêcher cela? Et c'est là où Soral manque un peu d'intelligence, je le taquine un peu, c'est là où je pense qu'il devrait rejoindre le combat d'Étienne Chouard, en cherchant à penser les institutions de demain, donc faire de la vraie politique, pas seulement de la violence politique par le rapport de force, car faire du rapport de force, finalement, c'est valider les manquements de nos institutions, mais au contraire, faire de la politique en se servant de sa tête, pour que non pas seulement les sionistes ou les francs-maçons, mais pour que plus aucune minorité illégitime ne puisse dominer la majorité. Et comme on va le voir, ça ne pourrait passer que par un système de tirage au sort. Il faut mettre du tirage au sort dans certains modes d'élection de certaines de nos institutions. On verra ça dans la prochaine vidéo. Et en réalité, on n'a pas besoin de parler de Soral pour penser la démocratie. C'est pour ça qu'Étienne Chouard n'en parle pas. On a besoin de Soral pour montrer que nous ne vivons pas dans une démocratie, justement, et constater le deux poids deux mesures sur certains sujets. Mais je pense que Soral, s'il veut faire le travail jusqu'au bout, comme il le dit souvent, il devrait essayer de s'intéresser à notre future constitution, pour essayer de proposer des idées, car il a une culture politique, notamment sur les régimes autoritaires, qui nous serait grandement utile pour justement essayer de formuler des lois constituantes ou des modalités institutionnelles qui seraient susceptibles de protéger le peuple des abus de pouvoir. Donc moi, je vois personnellement 3 issues différentes possibles à ce mouvement des Gilets jaunes. Il y a fort à parier que ça ne se passera pas comme je le prédis, mais j'essaie juste d'orienter le mouvement. Donc est-ce que c'est l'idéologie de Soral qui va prendre le pas? Sachant qu'il est beaucoup suivi, donc il ne faut pas sous-estimer son public, qui est politisé, qui est élitiste, et sachant qu'il y a un regain du christianisme en France. Donc est-ce qu'on ira vers un retour d'une monarchie chrétienne? Mais quel type de monarchie? Est-ce que ce serait une monarchie élective, constitutionnelle, de droit divin, etc. Donc c'est ce que j'aimerais que Soral précise, parce que égalité et réconciliation, pour l'instant, ça fait beaucoup de critiques sur un monde en décadence, mais ça ne construit pas grand-chose de politiquement réaliste pour remplacer cette décadence. Donc la deuxième alternative, c'est une première démocratie en France, et pour ce faire, il faut que la Constitution soit écrite par le peuple. Donc ça, c'est Étienne Chouard, c'est les ateliers constituants. C'est ce à quoi je vais essayer de vous appeler dans la prochaine vidéo. Et la troisième solution, qui est certainement la plus réaliste, c'est que nous obtenions simplement le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, inscrit dans la Constitution. Mais ce qui est important, c'est que celui-ci doit être écrit par le peuple.
sinon ce sera tymphorique. Il faut donc que nous écrivions les règles et les modalités de ce référendum d'initiative citoyenne. Alors après, il faudrait que les Gilets jaunes se mettent d'accord sur un RIC. Alors après, est-ce qu'il faut qu'il soit en toute matière, c'est-à-dire sur tous les sujets? J'aurais personnellement une petite objection. Je vous garde ça dans la prochaine vidéo parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faudra penser à verrouiller dans la démocratie. Et c'est justement ce qui va nous intéresser par la suite. Et si je vous ai parlé de tout ça, c'était pour vous parler d'Étienne Chouard, qui m'a influencé pour comprendre ce qu'était la vraie démocratie, m'a fait comprendre que nous ne vivions donc pas dans une démocratie, et surtout essayer de voir ce que dit le Coran de la vraie démocratie telle qu'elle est décrite par Étienne Chouard. Alors on abordera le sujet de la démocratie en lien avec l'islam dans la deuxième vidéo, comme je vous l'ai annoncé, et dans laquelle je ne parlerai beaucoup moins de la dissidence, vous inquiétez pas. C'est justement pour pas que vous vous embrouillez. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit parallèle entre le royalisme et le soi-disant califat. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que même si les royalistes français sont de bonne volonté, ils sont sincères, tout comme les musulmans qui sont pour le rétablissement d'un califat sont de bonne volonté, ils sont sincères, en réalité les deux sont bercés par les mêmes mythes, les mêmes fantasmes, et ne prennent pas en considération les connaissances universelles que l'homme a acquises sur le pouvoir politique. Parce que si l'on écoute les royalistes aujourd'hui, c'est un petit peu Disneyland. Ils attendent un homme providentiel. Chez les musulmans, j'ai un peu l'impression qu'ils font pareil, ils attendent le retour du Messie. Mais qui nous dit que ce sera notre génération? Parce que lorsque vous étudiez l'histoire de l'islam, chaque génération, quasiment, a cru qu'il allait vivre le retour du Messie. Et donc, avoir des connaissances sur le pouvoir et les abus de pouvoir, c'est très important. Par exemple, pour Platon, le philosophe grec de l'Antiquité, le roi idéal, c'est le philosophe, parce que si on revient au sens des mots, le philosophe, c'est celui qui aime la sagesse, qui a un amour pour la sagesse, et donc cet amour pour la sagesse fait de lui quelqu'un qui ne désire pas le pouvoir. Et donc son désintéressement fait qu'il en fera bon usage. D'après les enseignements du prophète de l'islam, c'est pareil, on sait qu'il ne faut jamais donner le pouvoir à celui qui le veut. Le prophète de l'islam a dit la même chose. Par exemple, ne réclame pas un poste d'autorité, car si on te donne ce poste à la suite de ta demande, tu resteras seul. Et si on vous l'accorde sans en faire la demande, vous serez aidé. Il a dit aussi, nous ne nommerons ou ne désignerons jamais à des postes publics ceux qui voudraient les occuper. Donc ça, ce sont des paroles du prophète dans l'authentique de Muslim. Le prophète n'a jamais cherché le pouvoir, c'est quelque chose qui s'est imposé à lui. C'était sa destinée en tant que messager de Dieu et prophète. Et la preuve de cela, c'est que à la Mecque, les notables, les oligarques de la Mecque ont essayé de le corrompre. Ils lui ont proposé la royauté pour qu'il arrête de tourner en ridicule les idoles. Et le prophète aurait répondu « Si vous me donniez même le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je ne renoncerai pas à ma mission. » Et lorsque vous regardez la nomination des califes, c'est pareil. Le deuxième calife Omar aurait pu être premier calife s'il n'avait pas dit « Par Dieu, je préfère qu'on me coupe la tête pour un péché que je n'ai pas commis que de commander une communauté au sein de laquelle se trouve un homme comme Abou Bakr. » Donc, propos qu'il a tenu lors d'une réunion de la Saqifa des Banu Saïda. Alors peut-être que je le prononce mal, je l'ai noté sur le diapo, vous ferez vos recherches. Tout ça pour vous dire que finalement les califes bien guidés, c'était des philosophes au sens étymologique, c'est-à-dire des gens qui avaient l'amour pour la sagesse. Et donc ça prouve que le pouvoir, pour eux, c'était une lourde responsabilité. Ils auraient aimé ne pas être dans cette situation. Parce que quand on a ce rang, on doit être irréprochable. Et on sait aussi que le pouvoir a tendance à changer le caractère des gens. Abou Bakr, lorsqu'il devient calife, sa personnalité va changer. Il va devenir beaucoup moins clément. Alors qu'il était réputé auparavant comme étant plutôt doux, plutôt sage, quelqu'un de silencieux, plutôt de réservé, donc dans l'ombre, etc. Et lorsqu'il va devenir calife, il va prendre des décisions assez dures, même plus dures que celles qu'aurait pris Omar, Omar qui était connu pour être quelqu'un d'assez ferme sur ses décisions. Pour vous donner un exemple, à la mort du prophète, il y a eu des rébellions dans les régions éloignées de Médine, en apprenant justement la mort du prophète. Beaucoup ont commencé à refuser de vouloir payer la zakat à Abou Bakr, qui était donc le successeur légal du prophète. Et Omar avait une position clémente envers eux. Il disait qu'il fallait les laisser tranquilles tant qu'ils faisaient la shahada.
alors que Abou Bakr, lui, il décida de les combattre pour les forcer à payer la zakat. En fait, cette sévérité qu'on retrouve beaucoup dans les débuts de l'islam, elle a été nécessaire pour maintenir et installer l'islam dans le monde. Pour Abou Bakr, il ne fallait montrer aucun signe de faiblesse pour ne pas laisser une occasion de croire que les ennemis de l'islam avaient une chance de mettre fin à cette religion. C'est pour ça que, selon certains théologiens sunnites, les califes, dits bien guidés, donc les Rashidoun, ont participé au processus d'ancrage de l'islam dans le monde, notamment par la mise par écrit du Coran. On sait aussi que l'homme a su inventer des techniques pour contourner ou s'emparer du pouvoir. Et une solution qui a été trouvée, et qui est un principe connu de démocratie représentative, c'est la séparation des pouvoirs, ou la limitation des pouvoirs. Et donc pour revenir à notre monarchie et nos royalistes, comment envisagent-ils, eux, la séparation des pouvoirs? Pour faire un petit rappel aux musulmans qui seraient tentés par la monarchie, je rappelle que le deuxième calife Omar est le premier à séparer le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif, afin de donner aux juges plus d'indépendance, une autonomie vis-à-vis du gouverneur, même s'il arrivait qu'Omar pouvait continuer à intervenir s'il décidait que c'était nécessaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux périodes de gouvernance d'Abou Bakr et de Omar, alors ça serait de mauvaise foi de dire que c'était des démocraties, évidemment ça n'en était pas, mais leur gouvernance a été clairement identifiée comme des républiques. C'était une sorte d'aristocratie républicaine, car pour le coup, elles servaient véritablement le bien commun. Mais s'ils servaient bien le bien commun, c'est parce que les Rashidoun, les bien guidés, étaient des hommes d'exception et étaient vraiment les meilleurs pour le coup. Selon Montesquieu, au XVIIIe siècle, il y aurait, selon lui, trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et en France, si je ne dis pas de bêtises, on est théoriquement sur une séparation de ces trois pouvoirs. Je dis théoriquement. Et donc, c'est dans la Constitution que l'on trace habituellement les grandes lignes de la séparation des pouvoirs. Donc cette séparation est censée éviter la pression des lobbies et des associations, mais ça ne fonctionne pas. Or, si en France ça ne fonctionne plus, c'est parce qu'en réalité la Constitution de notre République est désuète, on en reparlera dans la prochaine vidéo, et la Constitution, c'est quelque chose qui normalement, c'est un texte qui est au-dessus des autres, et qui est censé protéger le peuple des abus de pouvoir. Je vous avais dit dans une autre série de vidéos que le prophète avait utilisé la Constitution de Médine pour protéger la société des comportements tribalistes. Donc on verra qu'il y a peut-être des nouveaux pouvoirs à identifier, la finance, les médias, etc. Et puis finalement, on verra aussi que c'est dans ce texte que l'on écrit normalement comment on va élire le président, le roi, les représentants, les élus et le calife du califat. Et puis la question qu'on doit surtout se poser, c'est qui doit écrire ces règles? Et la question se pose aussi bien dans un État islamique que dans un État non musulman. J'aimerais terminer cette vidéo par une citation de Simone Weil, donc la philosophe du début du XXe siècle, sur la Constitution. Ce qui est souverain, en fait, c'est la force, qui est toujours aux mains d'une petite fraction de la nation. Ce qui doit être souverain, c'est la justice. Toutes les constitutions politiques, républicaines et autres, ont pour unique fin, si elles sont légitimes, d'empêcher ou au moins de limiter l'oppression à laquelle la force incline naturellement. Et quand il y a oppression, ce n'est pas la nation qui est opprimée, c'est un homme, et un homme, et un homme. La nation n'existe pas. Comment serait-elle souveraine? Ces formules vides ont fait trop de mal pour qu'on puisse leur être indulgent.